Bonjour à tous, l'entretien d'Iris Godin qui va suivre est plutôt exceptionnel par sa densité et par l'émotion qui y règne. Malheureusement, le son n'est pas terrible. L'explication, c'est que l'entretien a été réalisé au lendemain de notre Téléthon des grèves et les caméras ont été déréglées, on ne s'est pas aperçu de ça quand on a fait l'entretien avec Iris. Donc, on avait le choix entre le refaire ou le garder. On a préféré le garder parce que c'est un moment assez exceptionnel par son émotion et sa densité. Donc, je vous demande de nous excuser pour la qualité de ce son et on fera mieux la prochaine fois. En tout cas, merci et excusez-nous. Bonjour Iris Godin, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour un livre que vous avez écrit il y a environ un mois à peu près, c'est ça? Non, enfin, je l'ai écrit... Non, mais je veux dire, il est sorti. Ouais, c'est ça. Il est sorti le 16 janvier. Et moi, j'avais envie alors, de le lire parce que, comme tout le monde, j'avais lu des articles sur la Ligue du LOL. Je connais un certain nombre de journalistes. Et d'ailleurs, comme Natacha Polony, dont vous parlez au début du livre, comme ça, comme lecteur, bien qu'ayant été moi aussi harcelé sur Twitter, je ne trouvais pas que cet événement méritait la surface médiatique qu'il a eu quand il est sorti. Et à vous lire, aujourd'hui, je pense vraiment le contraire aujourd'hui, parce que évidemment, ce livre parle du harcèlement et décrit formidablement le processus de harcèlement. On va lire des passages de ça, c'est-à-dire la manière dont vous rentrez dans cette folie, dans ce monde virtuel qui fait de vous une sorte d'avatar auquel vous commencez à croire. Mais c'est surtout ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout l'histoire d'une jeune étudiante en journalisme qui croit au journalisme, qui a des illusions qu'elle va perdre assez vite, à mon avis un peu tôt, parce que c'est dommage. Parce que... Alors j'étais déjà... ça a commencé, j'étais déjà journaliste, enfin, j'étais déjà en poste. Mais effectivement, c'est cette histoire qui m'a rappelé que à l'école, quand je suis rentrée à l'école de journalisme de Lille, j'ai commencé à perdre mes illusions. Alors, je prends mon iPhone, ce qui n'est pas mon habitude dans une émission, parce que vous m'avez écrit hier soir. Bonsoir Denis, j'ai une chose, je n'ai pas envie de parler de l'individu, enfin de la personne qui est dans ce livre. Je ne veux pas le nommer. Si je viens chez vous, c'est vraiment pour parler d'autre chose, prendre de la hauteur. Tout est dans le livre sur la relation avec lui. Surtout, je ne veux pas citer son nom. À demain, Iris. Donc, vous ne voulez pas le citer. Enfin, dans le livre, vous l'appelez VG. Ce que je voulais dire, c'est que c'est avant tout, avant d'être un livre sur Twitter, à mon sens, et sur la Ligue du LOL, c'est l'histoire d'une relation avec un pervers narcissique qui utilise lui comme ses copains. Enfin, c'est ce qui apparaît dans le livre. On se dit, ce type, s'il s'est comporté comme ça avec vous, c'est l'histoire d'une perversion. Alors, ouais, en fait, si je voulais pas parler de cette personne, c'est parce qu'aujourd'hui encore, en fait, je me sens menacée, parce que je suis encore sur Twitter, et en fait, ça continue, quoi. Ça continue, il y a encore des correspondances privées qui sont publiées sur Twitter, où en fait, il y a mon compagnon qui est aussi là, enfin, ça continue, quoi. Et donc, en fait, on a toujours peur, quoi. On vit dans la peur de ce qui peut continuer, ce qui peut arriver. Et ouais, en fait, j'ai parlé de cette personne, donc Vincent, parce que finalement, cette fascination qu'il exerçait sur moi, c'est aussi la fascination finalement que ce groupe, la Ligue du LOL, exerçait sur tous ces gens qui ont gravité autour, et finalement aussi celles et ceux qui se sont retrouvés victimes de la Ligue du LOL, et plus largement encore, cette fascination que ce groupe exerçait sur les responsables, les gens qui étaient plus haut dans la hiérarchie, et qui finalement alors, n'ont pas vu venir, ont été aveuglés, n'ont pas senti ce qui s'est passé, alors que ça a duré quand même pendant plusieurs années. J'imagine quand ils vont lire le livre, ils vont non seulement voir venir, et ils vont comprendre la douleur réelle que ça procure. Alors, le livre, c'est vraiment un livre qui est très bien, qui est écrit, qui est pensé, et en fait, ça se lit comme un polar, un peu comme un polar psychologique,
Et en tout cas, vous avez le sens du rythme et du flashback, parce que l'histoire commence récemment, au Havre. Vous êtes en famille chez vos parents, vous êtes bien. On sent qu'il s'est passé quelque chose 10 ans plus tôt. Vous avez 3 enfants, 2 jumelles et puis un petit garçon qui a 7 ans aujourd'hui, ou c'est ça? Ouais, non, en fait, Arthur, donc lui, il a 10 ans et mes filles ont 8 ans. Et en fait, j'ai voulu commencer par ce flashback parce qu'en fait, Je viens un coup de fouet. ouais, je vais boire un petit coup d'eau. Ouais. Non, mais c'est la preuve que qu'on est toujours En fait, dans l'histoire. il y a toujours une souffrance parce que en fait, j'ai reconstruit ma vie après ça. Parce qu'il y a eu un avant et un après. Avant ça, j'étais quelqu'un de très fort. Je bossais dans le journalisme. Je croyais en moi, j'ai fait la prestation télé. L'erreur, c'est BFM quand même. Ouais, C'est une faute de goût. c'est ça. BFM était une faute de goût. Et en fait, j'étais attirée par ce groupe-là parce que je me disais, ils vont me faire sortir de l'enfant en continu, ils vont me faire sortir de ça. N'empêche, alors vraiment, ils sont plus très très mal comportés avec vous. Mais quand on bosse à TF1, à un moment, ça doit arranger un peu le cerveau. Là, je fais un petit quart d'heure. Mais ouais. Et d'ailleurs, dans le bouquin, je l'explique, je le raconte, c'est qu'à un moment donné, j'avais ce putain de fil Twitter qui défilait avec des insultes dégueulasses, genre ah, la coquine d'Iris Godin, le regard qui s'en le foutra plein nez, comme des trucs atroces, enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Et j'avais le fil AFP qui défilait à côté, et tu sais, on est obligé de, comme ça, sur BFM, t'es obligé de regarder comme ça. Et genre, je suis devenue tarée, quoi. Parce que ce qu'il faut dire, mais je voulais qu'on revienne au livre, mais ce qu'il faut dire, c'est que vous faisiez les titres, c'est vous qui faisiez Ouais, le scroll, là. En même temps, vous étiez tellement habité par ce qui était en train de vous arriver que vous n'arriviez plus à vous concentrer. Enfin, vous étiez dans une forme de dépression, mais on va en parler si vous voulez. Mais avant, donc le livre est construit comme ça, c'est-à-dire qu'on est, on est au Havre, vous êtes bien et tout, puis arrive d'ailleurs votre portable, vous saviez même plus où il était, la preuve que vous étiez désintoxiqué de ça. C'est ça, quand je suis au Havre chez mes parents, bon, il y a les histoires des enfants, il y a les bottes à mettre parce que au Havre il pleut, il y a un tel qui a son impair qui est pas à la bonne taille, bon voilà, c'est le bordel. Et le portable, on sait pas où il est. Et alors, et là, vous découvrez que plein de gens vous appellent en vous disant Iris, c'est dingue ce qui se passe, il y a des papiers sur la ligne du LOL, etc. Et à ce moment-là, il y a une forme d'hébétude Ouais, d'hébétude parce que en fait, c'est quelque chose qui surgit dans le quotidien, dans le quotidien que vous avez et qui vous rappelle un truc qui vous a profondément traumatisé, en fait. En fait, vous n'aviez pas réglé ce problème-là. Non. Tout le temps là. Depuis 10 ans, vous aviez reconstruit une vie. Ouais. Et là, ça réveille. Ouais. Ça réveille un trauma que moi-même, je m'étais refusée de formuler. En fait, dans cette histoire-là, et je pense que, je crois que c'est le cas de beaucoup de victimes, on a toujours le sentiment qu'on est un peu responsable. C'est ça qui est terrible. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de moments difficiles après ça. Et quand ça s'est terminé, j'ai vraiment pensé en fait que c'est moi qui étais folle avec Twitter, que je faisais n'importe quoi. Alors que j'avais été vraiment harcelée, agressée, qu'il s'était passé des choses... Alors on va y venir. Non. Ce qui se passe, c'est, j'essaie de suivre une chronologie, parce que donc, et là, quand ça vous arrive, en fait, vous allez faire une introspection qui va devenir ce livre. Oui. C'est un peu ça l'idée quand même. Ouais. Et donc, oui, tout à fait. Et donc l'histoire du livre, c'est votre histoire, en fait, avec ce groupe, mais surtout avec celui que vous appelez VG, mais qui était un type assez connu sur Twitter, qui était chroniqueur à Canal, qui était journaliste à l'UB, etc. Et donc, vous remontez à vos années à l'école de journaliste. Et vous racontez cette histoire en fait, on se rend compte que... Enfin, c'est assez bien décrit, parce que vous êtes d'une assez grande honnêteté, me semble-t-il, sur la manière dont vous décrivez cette relation. J'espère que... Non, mais je veux dire, on aurait pu imaginer, jamais vous n'êtes blessante à son égard, jamais vous... c'est une écriture assez blanche, quoi. Vous racontez des choses assez factuelles. Sans doute, lui, aura-t-il une autre version, puisque j'ai lu aussi des papiers où lui dit que vous l'avez harcelé, des choses comme ça, mais j'aimerais, on est là ici, que vous la racontiez, cette histoire, et pour faire comprendre aux hommes ou aux femmes qui nous écoutent ce que c'est que cette ligne du LOL, cette manière, comment ça peut rentrer dans le cerveau et pourquoi c'est grave.
Mais pour pouvoir raconter ça, il faut que vous racontiez votre histoire avec celui qui vous a un peu harponné finalement. D'ailleurs, les pages que vous faites sur l'école de journalisme, vous avez le concours, vous êtes à Lille, elles sont vraiment intéressantes, mais c'est un milieu qui est déjà un peu particulier. Oui, parce que dans ces milieux-là, dans ces écoles qui sont finalement celles qui sont les plus prestigieuses d'une profession, comme c'est le cas de l'ES Lille, qui fait partie des écoles les plus connues pour devenir journaliste, hein, reconnues par la profession. Finalement, vous faites partie des étudiants journalistes qui ont réussi ce concours d'excellence, et vous vous retrouvez avec les mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont réussi le même concours dans votre catégorie. Et donc, en fait, de là se crée une émulation, mais qui n'est pas forcément toujours très saine, en fait. Et ça devient plutôt... Il y a des dominants et des dominés. Des dominants et des dominés, ça se reproduit. Et en fait, on est pourtant dans un cercle qui est avec des gens qui sont à peu près tous avec le même profil. Hein. Donc on vient tous à peu près du même milieu social. Et pourtant, il y a encore des rapports dominants-dominés qui se créent. Vous dire, il y a assez peu de fils d'ouvriers ou des gens qui viennent, c'est plutôt des gens aisés. C'est assez homogène. Le profil des étudiants journalistes à l'ES Lille. Mais est-ce que ça tient à l'encadrement aussi de l'école? Parce qu'il y a des écoles de journalistes, je sais pas, moi je me suis occupé de web journaliste à Metz par exemple, il y avait une émulation, mais il n'y avait pas ce rapport de dominant à dominé. Est-ce que c'est l'école qui induit ça? Alors c'est une bonne question, parce que moi j'ai des amis également journalistes et qui sont passés par les écoles reconnues par la profession, et qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu du tout cette sensation-là. Il y a un tropisme lillois, quoi. Alors, écoutez, moi, c'est d'après les témoignages, alors c'est pas scientifique, mais c'est effectivement ce que j'ai également comme ressenti. Donc, je t'ai indiqué, vous êtes né en 82 81. 81, donc vous avez 38 ans. Et donc, quand vous arrivez à l'école, vous avez quel âge là? Alors, je suis pas très jeune, je dois avoir 25 ou 26 ans. Et donc Vincent Glade, lui, il est dans la promo au-dessus, mais il est plus jeune. Je crois qu'il doit avoir 2 ans de moins, quelque chose comme ça. Et déjà, je le remarque. C'est-à-dire que je sais qu'il est très bon dans son domaine, c'est-à-dire le web. Et en même temps, j'aime bien en fait sa façon d'être, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui l'ouvre pas trop en fait. Contrairement à d'autres... oui, qui ont des grandes gueules, qui veulent s'affirmer. Des grandes gueules, qui veulent s'affirmer. Et je l'aime bien. Et puis en plus, il est assez beau quand même. C'est un beau garçon. Et en même temps, il l'ouvre pas beaucoup. C'est sympa comme profil. Ça a l'air d'être quelqu'un d'attirant. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, déjà, je lui trouve un certain charme. Et puis bon, bah voilà, il se passe des tas de trucs. Et puis voilà... Mais à ce moment-là, vous n'avez pas de relation amoureuse, parce que lui a une relation amoureuse avec une de vos amies. Ouais. Voilà. Parce que ce que vous racontez dans le bouquin, je ne veux pas dévoiler de secrets intimes, mais c'est important de le savoir parce que donc à ce moment-là, vous avez des rêves de journaliste, vous êtes vraiment hyper motivé par ce métier. Qu'est-ce qui vous plaît dans le journalisme? Alors moi, ouais. En fait, le journalisme, j'y suis venue quand j'étais en Normandie. Et que j'ai travaillé pour Liberté Dimanche, qui à l'époque était l'hebdomadaire de Paris-Normandie, voilà, c'est ça. Et j'avais adoré ça. C'est-à-dire que j'avais adoré le fait de travailler en local, d'être sur le terrain, d'aller chercher soi-même ces sujets en dehors de l'agenda médiatique, en fait. Et c'est ça que j'aimais. Et donc à Lille, on avait la possibilité de faire ça. D'accord. Donc on nous demandait d'aller vraiment sur le terrain, de trouver ces sujets, de trouver des angles, etc. Et en fait, je pense, bon là c'est un peu hors sujet, mais je pense que je me suis trompée de voie en choisissant de faire une spécialité télé. Je ne l'ai pas fait pour de bonnes raisons. Parce que moi, ce que j'aime dans l'information, c'est justement aller chercher, trouver des nouveaux angles, des nouveaux biais. C'est aussi aller chercher les gens, vraiment dans le fond ce qu'ils ont. Voilà. Et vous sortez, vous êtes générique, donc vous filmez aussi, vous servez une caméra, vous savez commentatrice, je sais monter, je sais faire des commentaires sur image, c'est ce qu'on nous apprend. D'ailleurs, c'est un profil intéressant pour le média, on va voir. Je crois que vous avez tiré un trait sur le... On le verra à la fin, mais peut-être pas d'ailleurs.
compliqué, hein, parce que je suis passée du côté obscur de la force. Hein. Oui, Je suis allée du côté de la communication et oui, j'ai vu. c'est pas forcément ce que je préfère. Hein. Donc là, vous quittez l'école, vous êtes plutôt brillante, enfin, Ça s'est bien passé, ouais. Ça s'est bien passé à l'école. et vous rentrez, vous travaillez dans une télé Alors, Cap, Cap 24, c'était ouais. une des premières chaînes sur la TNT. Mm. Donc, c'était une chaîne de la TNT d'Île-de-France. Et c'était vachement bien aussi, parce qu'on pouvait aller faire des reportages en Île-de-France. des interviews, des choses comme ça. Des interviews, des portraits, des choses. Et puis alors on était à la fois JRI, en fait c'était une fois par mois, on était JRI et une fois par mois pendant une semaine on faisait la présentation du JT. Donc là, ça allait plutôt bien, Ah, mais oui. qu'est-ce qui vous prend à ce moment-là de quitter cette boîte pour aller à BFM Pour aller à BFM, ouais. Et parce que je me suis dit que quelque part c'était un fonctionnement un peu trop local. Je me suis dit qu'il fallait avoir plus d'ambition. Ouais. C'était peut-être une erreur, quoi. Et donc là, comment ça se passe avec Vincent là, vous le retrouvez, vous le revoyez? Voilà, alors là, BFM, ça fait à peu près un an et demi que j'y suis. Entre-temps, j'ai mon premier enfant. Mmh. Et là, je suis revenue à BFM. Et j'ai des contacts donc, avec Vincent sur Facebook. Et on décide de se voir pour boire une bière. Et donc voilà, on discute. Et il me demande d'ailleurs comment je ferais pour faire passer Twitter à la télé. Parce qu'il a un projet et qu'il aimerait bien avoir une chronique sur Twitter à la télé. Il me dit, comme toi, tu as fait de la télé. Moi je suis sur Twitter, comment tu ferais pour articuler les deux? Et je lui dis, je sais pas, je connais pas du tout Twitter, voilà, moi j'ai créé un compte en janvier, je sais même pas ce que c'est, je me suis adressée à toi, je sais plus, enfin je m'en souviens même pas. Ouais. Et puis voilà, puis je lui dis, je vais réfléchir. En fait, ce qu'on comprend en filigrane, c'est que vous avez un peu l'impression qu'il vous a, parce qu'après on va le retrouver chroniqueur et tout ça, qu'il vous a un peu pompé vos idées. Non, c'est pas qu'il m'a pompé mes idées, mais c'est que moi j'avais l'impression qu'il y avait une relation de sympathie, même si je trouvais qu'il y avait des choses étranges dans sa façon d'être. Oui. Mais je l'explique un peu dans le livre. En fait, j'arrivais pas à savoir ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait, mais je me demandais si c'était pas moi qui était peut-être responsable de ce malaise en fait. Et effectivement, je me souviens très bien qu'au moment où il me posait cette question-là, je me suis dit tiens, ça serait sympa ça, tiens, qu'on puisse faire un truc à deux, comme j'ai l'expérience de la télé, j'ai l'expérience de Twitter. Je me souviens très bien que j'ai pensé ça, quoi. Oui, je ne me permettrai pas d'en parler si vous ne l'évoquiez pas dans le livre. En plus, vous le faites avec beaucoup de pudeur et c'est très émouvant parce que vous racontez l'histoire d'une nuit, en fait, mais à l'époque, vous étiez avec un homme et qui était votre amoureux et donc vous trompez entre guillemets. Qui est toujours le même. Oui, qui est toujours le même. Donc, je n'irai pas sur ce terrain-là si ce n'était... C'est là-dessus que tout va se jouer, quoi. Parce qu'en fait, vous en pincez un peu pour ce ténébreux Vincent que vous aviez rencontré à l'école, et puis vous essayez de le voir, vous avez un vague projet, et puis un jour il vous emmène chez lui. C'est quelqu'un qui parle assez peu. Oui, c'est quelqu'un qui parle assez peu, et quelque part c'est assez fascinant, ça donne effectivement quelqu'un de mystérieux et auquel on s'intéresse, et puis on voit aussi l'influence qu'il a sur Twitter. Il a quelque chose de fascinant, de novateur, d'extraordinaire, quoi. Et donc, alors il y a une scène assez troublante, c'est que quand vous arrivez chez lui, le décor est assez... il n'y a pas beaucoup de décor, il y a un divan, un lit, il y a des ordinateurs, et il y a un ordinateur, vous relevez, donc on ne peut pas ne pas le lire, que l'ordinateur... Surtout quand on voit ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire des photos, des images pornographiques, des choses qui vont être diffusées sur Twitter. Lui, on a le sentiment quand on vous lit qu'il va filmer ce qui se passe entre vous à ce moment-là, votre relation amoureuse de cette nuit. Alors, en fait, c'est le sentiment que j'ai eu et c'est ce qui est resté pendant 10 ans dans ma tête. Et c'est la peur en fait que
j'ai eu et que j'ai toujours, c'est que ce rapport-là était filmé. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, avec des choses que j'ai encore lues, par exemple d'une fille qui s'appelle Yeling, dont le pseudo est Yeling, et qui disait qu'elle a fréquenté ce groupe-là quand ils se voyaient à l'autobus à Paris, voilà, et qu'elle disait qu'elle les avait fréquentés, qu'elle avait couché avec les uns, avec les autres, et qu'elle savait plus ou moins qu'il y avait des vidéos et des photos d'elle qui circulaient, mais que en fait, c'est par le vagin qu'on appartenait à ce groupe, quoi. Oui, parce que on va dire qu'ils ne font pas dans la légèreté, quoi. Enfin, dans les, et alors, vous écrivez, je vous lis, parce que enfin, en plus, on verra un peu votre style, vous dites, c'est page 50, l'intuition est la meilleure des armes pour se protéger d'une relation dangereuse. Je ne l'ai pas écouté, je n'avais pas confiance en moi, c'est une grave erreur. Il ne faut pas chercher à expliquer une sensation d'inconfort, excuser la personne qui en est à l'origine, se mettre à sa disposition, supposer que son comportement repose sur des raisons louables. Non, il faut fuir cette personne. C'est le mécanisme même du harcèlement qui peut se mettre en place dans ce genre de situation. Donc c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous avez vous passez cette nuit avec lui. D'ailleurs, assez vite, si j'ai bien compris, vous le confessez à votre ami. Oui, ça a été parce que clair vous dès le début. culpabilisez, Ouais, mais on est... Enfin, voilà, après, ça c'est une question d'intimité, mais on est très clairs tous les deux sur ce qui se passe. Voilà. On n'a pas de soucis vis-à-vis de ça. Et ouais, je lui explique. Sauf que ce que je vais pas lui dire après, c'est le harcèlement que je vis. Alors, et comment ça se passe? C'est-à-dire que, ok, vous avez cette histoire, après, mais vous continuez à avoir une relation. Lui, il vous écrit assez peu, il a l'air de s'en foutre. Non, lui, il me dit qu'on met fin à cette histoire-là, que c'est Vincent qui me dit on arrête cette histoire-là. Donc voilà. Mais bon, moi je suis sur Twitter. Donc voilà, il me dit pas on arrête de parler. Mais il va me le dire après. Par DM. Alors comment ça se passe après? Vous, Twitter, à ce moment-là, vous connaissiez Twitter? Vous étiez... Non, je connaissais pas, j'étais complètement novice. On est en 2010 là. On est en 2010. Oui. La même année, en fait, tout se passe comme ça, en mai, avril, mai, juin, juillet, août, c'est dans cet espace-temps. Et là, est-ce que vous pourriez décrire un peu comment cette déferlante avec les hashtags, les types qui commencent à vous écrire, il y a des photos de vous qui circulent ou pas? Alors, après, oui, il y a des photos. Alors, c'était des photos montage, c'était pas moi, mais c'était désigné comme étant moi. Enfin, c'est un peu sordide. Qu'est-ce qui fait que ça rend fou? Parce qu'à un moment, vous étiez... Ouais. C'est-à-dire que c'est très intéressant, le processus qui consiste à créer un avatar, en fait, Twitter, vous avez un nom sur Twitter, enfin après vous changerez d'identité. Mais toujours en m'appelant, enfin, c'est-à-dire j'ai changé d'identité, mais je m'appelais Iris Godin ou Iris Isbach ou Iris Godin, enfin ça veut bien que c'était Iris Godin. Aussi. Oui, ça on peut y revenir, enfin je le suis 2 jours et pour dire je suis le roi de la cour de récré en faisant passer pour Vincent Glade. Non, mais ce que je voudrais comprendre, c'est-à-dire que cet avatar va prendre, c'est ça qui est intéressant dans le livre aussi, c'est comment cet avatar, qui n'est pas vous, qui est l'Iris de Twitter, prend le pas sur l'Iris de la vraie vie, quoi, qui est quelqu'un qui est plutôt de la joie de vivre, de la générosité, qui est journaliste, etc. Et l'autre, l'avatar, va commencer à gagner du terrain jusqu'à manger la véritable Iris. Quoi. Ouais, c'est une bonne analyse. Non, mais c'est ça. Non, mais j'avais pas aussi bien verbalisé en fait, mais c'est un peu ça quand même. En fait, ça a commencé parce que d'abord Vincent, donc qui effectivement avait dit on arrête cette histoire. Ça n'empêchait que je continuais de l'admirer, il continuait de me fasciner en tant que journaliste, en tant que membre de Twitter. Et puis ils avaient une sorte de grammaire pour échanger, ils avaient toujours des répliques sympas. Il y avait quelque chose de brillant quoi, dans cette bande. Et puis voilà, je l'interpellais parfois, et puis à un moment donné, par message privé, il me dit bon, tu arrêtes de me citer, sinon tu vas te prendre des salves de fou la merde. Et donc. Fou la merde, c'est une signature sur Twitter. C'était un pseudonyme de Twitter, enfin. C'était lui. C'était lui. Il a reconnu qu'il le co-administrait avec 5 ou 6 personnes.
Et en fait, donc effectivement, je me suis pris des salves de fou la merde, parce que je continuais d'apostropher. Et au début, ça ne vous gêne pas? C'est quel Ah genre si. de salve? Ah non, non, ah non, non, ça me gêne dès le Parce début. que ça monte en puissance, je veux dire, à un moment, ça devient insupportable. Non, 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 dès le début, Ah, dès le début, ça envoie des du saloperies. lourd. Ah non, 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 ça envoie du lourd. J'ai envie d'embrasser tes lèvres, toutes tes lèvres. Non, non, c'est des saloperies. Enfin, dès le début, c'est dégueulasse, quoi. Et, en fait, si vous voulez, le truc, c'est que il y a déjà l'humiliation d'être un peu dégagé, quoi, parce que bon, alors, on ne veut plus de vous. Et en plus, à cette humiliation, en fait, se rajoute une autre humiliation qui est celle d'être harcelé en place publique sur Twitter par la personne qui est la plus influente de Twitter, le journaliste le plus influent de Twitter français. Donc là, déjà, vous commencez un peu à perdre la boule parce que vous vous dites, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et en plus de ça, je voyais bien déjà aussi qu'il s'attaquait à d'autres personnes, dont une personne qui est Florence Desruelles, Oui. et qui m'avait montré par mail aussi ce qu'il faisait d'elle depuis 2009, avec des faux comptes, des tweets dégueulasses aussi. Mais pourquoi ils font ça? Je relis la page 65, il y a vos échanges, et VG m'a envoyé un premier message privé le 10 juin, mais bon, si tu veux pas d'embrouille, il vaut mieux pas provoquer, fou la merde. Ouais. Parce que là, vous l'aviez provoqué, vous étiez défendu, puisque vous aviez été attaqué. Je vais vous dire pourquoi j'avais provoqué fou la merde. Parce que justement, Florence m'avait envoyé un mail en me disant « T'inquiète pas, derrière fou la merde, il y a Vincent Glade. » Je l'ai bien compris et tout, machin, parce que ça fait depuis 2009 que je les suis. Elle m'avait envoyé enfin voilà, des captures d'écran, des trucs. Et donc j'avais demandé à fou la merde si c'était Vincent Glade. Et le compte fou la merde avait répondu non, je ne suis absolument pas Vincent Glade. À l'époque, en 2010. D'accord. Alors qu'il s'est avéré en 2019. Après, c'est bien Vincent Glade. Ouais. Bon, voilà. On le sait aujourd'hui, mais après, c'est des trucs, t'es une putain de cougar en puissance, en tout cas, on n'est pas rancutier, on aurait fait gagner 3 followers, on vous traite de chaudasse, enfin, de choses un peu comme ça, et c'est sûr que... et vous répondez, hé, monsieur Foulamerde, je suis pas une cougar, je suis une... Je réponds, ouais. Ça, c'est les Et là, ouais, vous l'expliquez d'ailleurs assez bien, parce que vous rentrez dans le jeu, quoi. Mais ce que vous ne savez pas à ce moment-là, c'est que vous êtes seul, vous répondez à un type, mais derrière, ils sont une bande, quoi, et vous allez devenir leur proie. C'est ça. C'est la proie, c'est la cible. En fait, Excusez-moi, hein, parce que c'est très intriguant de comprendre pourquoi, enfin je vous le pose à vous, parce que je pourrais leur poser à eux la question, mais donc ils sont plusieurs. En fait, vous ne savez pas à ce moment-là que vous aussi, vous êtes plusieurs victimes de ces types. ouais. Mais à votre avis, mais qu'est-ce qui marche dans leur cerveau pour être aussi, enfin je sais pas, enfin c'est parce que c'est tous les jours, c'est-à-dire qu'ils Ouais, c'est ils plusieurs répètent leur, comptes. je veux dire, c'est quoi leur vie amoureuse, quoi, parce qu'ils ne bandent que en envoyant des messages à la con comme ça. Enfin, c'est quoi, qu'est-ce qui les excite dans un truc comme ça? C'est de faire mal, Je sais pas, en fait, il y a la rédactrice en chef d'Eurosport qui s'appelle Aude Baron, qui les connaissait, et en fait, qui disait que, à la suite d'un article de Xavier Ternizien, journaliste au Monde, qui avait fait un article en 2009 qui s'appelait Les Forçats de l'info, où il avait parlé ils appelaient les OS, les ouvriers spécialisés. Et en fait, ils ont commencé à faire des cafés, le café des OS, où ils se retrouvaient en 2009. Et ils commençaient à déconner, il y avait des connivences qui se faisaient, et en fait, ces mecs-là n'arrêtaient pas de se voir. Donc ça les faisait marrer. Cette bande-là, ouais. Les Arocs, Libé, Télérama. Alors je sais pas précisément. On sait. Je sais pas comment. Aujourd'hui, on le sait. Alors, on sait pas précisément qui était là-dedans, mais ce qu'on sait, ce que Aude Baron dit, c'est que oui, les gens de cette bande, on peut pas désigner précisément. Enfin, ça serait diffamatoire de dire un tel de tel journal, je ne le sais pas. Mais cette bande-là dont Aude Baron parle, c'est effectivement des gens qui ensuite ont été ils se sont eux-mêmes appelés comme ça, des ligos. C'est quoi des ligos? Des gens de la Ligue du LOL. Ah oui, d'accord. Des ligos. Ils se retrouvaient à des cafés assez régulièrement. Ils échangeaient à fond sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et puis ils avaient, j'imagine qu'ils avaient aussi une vie en dehors avec des nanas, quoi. L'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, dans l'article de Xavier Ternizien, il explique très bien que en fait, ces journalistes web de l'époque, ils avaient une vie un peu, comment dire,
continu entre le journalisme professionnel et enfin, leur vie professionnelle et leur vie privée, parce qu'ils avaient des onglets avec leurs articles, leur fil Twitter, leur fil Facebook. Donc il y avait tout ça qui se mélangeait un peu. Avec ensuite des cafés le soir avec des potes, collègues, journalistes, etc. Et où on pouvait parler de ce qu'on avait fait dans la journée sur Twitter, voilà. Et tout ça. Et Vincent Gall, par exemple, explique dans son message d'excuse que tous ceux qui étaient visibles sur Internet méritaient d'être moqués. Ça veut dire quoi, ça? Ah bah ça faudra lui demander. Mériter un peu comme on mérite d'avoir une punition, une bonne fessée, je sais pas. Je sais pas pourquoi il faisait ça, comment je peux le savoir hein. Non, je réfléchis en même temps que vous parlez, parce que j'essaie de comprendre aussi comment eux fonctionnent. C'est-à-dire que lui, quand il intervenait sur Twitter, c'était pas sous nom, il avait tout le temps des pseudos, et il intervenait aussi sous son vrai nom. Quand il intervenait sur son vrai nom, sa timeline, elle était quand même quasiment impeccable. C'est ce que vous dites à un moment, mais vous dites aussi, alors, on va aborder une histoire un peu douloureuse pour vous, mais vous dites, j'ai très vite remarqué que mes tweets sérieux, dépourvus d'injures, de clash, de second degré, suscitaient moins d'attention et ne généraient pas de dialogue. Et pour cause, ils ne faisaient pas appel aux instincts primaires, mais à un embryon de réflexion. Ce n'était pas ce qui marchait à Twitter à l'époque du LOL. C'est juste ça. Et à ce moment-là, vous tombez dans un piège infernal que vous tend Vincent Gall. C'est l'histoire de la salope de Depardieu. C'est-à-dire qu'il vous dit... Ouais. Il vous est arrivé d'interviewer, je le fais court pour pas, vous interviewez Depardieu qui dédie le Mammouth, le film de Gus et de Lépine, et il le dédie à son fils, quoi. Et vous, en interview, vous lui posez la question de pourquoi. Alors, en fait, c'est c'est une dédicace publique, hein, bien sûr, une dédicace publique à son fils, et c'est, je crois, le 7e film qu'il fait après la mort de Guillaume. Et c'est vrai que donc c'est une question dont on avait parlé alors, donc à l'époque à BFM TV. On m'avait dit pas que tu poses des questions trop classiques, tout ça. Tu vois, c'est important de trouver quelque chose. Et ça m'avait vachement intéressée. Je me disais, tiens, c'est vrai que... Et je sais que c'est douloureux, évidemment, c'est super douloureux. Et certainement, c'était une question maladroite. Et surtout que je l'ai posée sur un tapis rouge. C'était vraiment pas l'endroit où la poser, quoi. Et Depardieu vous traite de salope. Dégage salope ou un truc. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu veux que je te le dise, salope comme ça. Et c'est vrai que... Ça vous a marqué, ça. Oh putain, ouais. C'est comme tu te le prends dans le ventre, là, au plus profond de toi. C'est surtout que personne n'a rien dit, en fait. Et sauf que Vincent Gall vous dit, mais ça, c'est une bonne histoire. Ouais. Balance-la sur Twitter. Ouais. Tu verras, tu auras plein de il y aura un débat, tu pourras en parler. Tu pourras en fait en parler, t'expliquer, dire pourquoi, voilà, machin. Il y aura des retweets, etc. Et en fait, au lieu de ça, ouais, je le fais. Connement, je le fais parce que je me dis que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et je me fais lyncher, quoi. Vous faites lyncher, y compris par lui. Et par ses copains et tout ça. Ouais. Et là, vous rentrez dans un processus un peu bizarre. Ça vous mange de plus en plus, quoi. Ouais. En fait, je sais plus. Je sais plus trop ce que je dois faire parce que ça me mange de plus en plus et je me dis bon bah en fait c'est quoi Twitter? C'est faire du second degré en permanence, donc être un personnage et puis être soi-même, quoi. Et voilà, et en fait je me trouve piégée, quoi. Je me trouve complètement piégée dans ce truc-là. Et par-dessus ça, je me prends des insultes et des comptes atroces. Et il y a un compte qui émerge qui s'appelle Je suis une salope. Et un truc dégueulasse avec des trucs antisémites. Il y a un machin avec écrit fin de nazi. Je sais pas quoi sur les chambres à gaz. Et en fait, c'est un compte qui dit plein de trucs et des trucs sur moi en même temps, qui arrête pas de m'interpeller. Qui parle de trucs de foot, je sais pas quoi, enfin c'est n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui devait connaître votre intimité pour dire ça? Parce qu'il y a des choses intimes, enfin j'ai pas trop envie d'en parler, parce qu'il y a des choses, enfin il y a des réponses. Je vous demande pas de dire les choses intimes, c'est pas du tout le propos, mais qu'est-ce qui fait que c'est quel genre enfin je sais pas comment, enfin pourquoi vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui vous connaît bien?
Parce qu'il y avait des éléments de conversation en fait que j'avais eu Avec Vincent Gall? Voilà, qui sont ressortis sur ce compte. D'accord. Donc pour vous, c'est une preuve, vous étiez persuadé. Pour moi, c'est une preuve. Ouais. Ce qui est assez fascinant dans le livre et dans ce que vous racontez, c'est comment, effectivement, ça détruit votre vie, quoi. Parce que vous êtes sur BFM en train de taper... Parce que depuis l'histoire de Pardieu, de la salope, ils vous ont retiré la culture. Ouais. Donc déjà un effet négatif du LOL, on va dire. Et là, vous vous retrouvez à taper les sous-titres. Et dès que vous faites la moindre erreur, les mecs se moquent de vous. Donc vous êtes, et vous êtes obsédé, vous êtes derrière votre écran et vous avez le fil Twitter qui défile tous les jours. Mm. Et ça vous allume et vous répondez. Et vous dites un truc qui est quand même, auquel je n'avais pas pensé, parce que je me dis, mais pourquoi elle ne débranche pas? Et vous expliquez que vous n'avez pas débranché, parce que professionnellement, c'était fondamental d'y rester pour vous faire bien voir, parce que c'était une vitrine professionnelle aussi d'être sur Twitter. Et c'est un peu ça, non, l'idée? Il y a deux choses. Il y a d'abord, j'avais envie de changer de boulot, en fait, d'avoir plus de liberté de ton, d'opinion, voilà, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que le web était peut-être une bonne solution pour ça. Et par ailleurs, quand vous partiez de Twitter, ça continuait. Et ça continuait, donc quelque part vous n'étiez plus là, mais votre personnage restait. Et il y a une dernière chose, partir quelque part, c'était perdre. Ça veut dire qu'ils avaient gagné. Et est-ce que vous souvenez, ou est-ce qu'il y a un moment bascule, c'est-à-dire un moment où vous savez le jour précisément, le moment où vous avez perdu pied, c'est-à-dire où l'avatar de Twitter est devenu plus fort que le personnage physique que vous étiez? Parce que vous décrivez assez bien des scènes à la maison où vous mangez plus, vous vous occupez mal de vos enfants, vous discutez plus avec... Non, je me suis jamais mal occupée de mes Non, enfants. mais je veux dire, oui, c'était un recours pour vous, mais vous culpabilisez de ne pas suffisamment vous en occuper, vous êtes tout le temps habité par ça. Ouais, on a c'est l'impression... plutôt c'est une prise de tête permanente. C'est surtout que je faisais plus rien pour moi, quoi. Mais le moment où, en fait, le moment où je débranche tout, c'est le moment où je quitte BFM TV, où je me dis je suis nulle, je sers à rien, je suis folle, et je vais faire complètement autre chose de ma vie. Et comme ça, au moins... Ils ont réussi à vous désagréger, en quelque sorte. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, vous n'avez pas conscience que d'autres que vous, d'autres filles, sont victimes de ces gens-là? Si, je sais qu'il y a eu, à ce moment-là, je savais qu'il y avait Florence Desruelles qui... Son profil, c'était quoi? Alors elle a un profil de militante politique. Elle est UMP, sarkozyste, oui. pro-sarkozyste, ce que moi, j'avais pas... Oui, parce qu'en plus, la majorité de ces types sont plutôt à gauche, plutôt baba, enfin... Ouais, plutôt à gauche, et s'affronter sur des idées, c'est bien, voilà. Mais là, c'est pas ça qu'il faisait, en fait, hein. Il s'en prenait à sa personne, et vraiment ad hominem, quoi. Et c'était son vrai nom, quoi. Et eux étaient anonymes. Oui, anonyme, il la dénigrait, il l'humiliait partout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette fille-là, comme d'autres, il y a une fille peut-être un peu forte qui se moquait de son physique, enfin, il y a ce genre de choses. Ces jeunes filles-là étaient sous leur nom, et eux étaient anonymes. Pas toujours, hein, pas toujours. Il y avait aussi parfois en leur nom. Ouais, ça prenait. En fait, il y avait une sorte de toute-puissance qui fait que parfois, même en leur nom, ils se moquaient. Parce qu'à l'époque, c'était pris pour du harcèlement de bac à sable. Alors que pendant ce temps-là, c'est ça qui est juste on se dit, mais comment ça a été possible? Pendant ce temps-là, les gens souffraient, quoi. Ils étaient en train de perdre la boule, perdre leur intégrité, c'est ça, perdre leur dignité. Et voilà, et il y avait des gens qui avaient essayé de prévenir, comme Gilles Klein, qui était journaliste à Libération, qui avait essayé de prévenir la hiérarchie. Il avait dit non, mais c'est juste des petites blagues, c'est des gamins. Il y avait aussi Florence qui avait essayé de prévenir Johan Hufnagel, non, mais Jean-Claude, c'est un sale gosse. Sauf que, en fait, non, ils étaient en train de détruire des gens, quoi. Ce qu'ils ont reconnu d'ailleurs après coup. Est-ce que vous leur
comment vous avez réagi à leurs excuses, au fait qu'ils disent on est vraiment désolé d'avoir... Est-ce que vous les avez cru sincères ou est-ce que vous dites qu'ils sont tellement coincés qu'ils ont été obligés de dire ça? Est-ce que ça vous a touché? Alors, je crois qu'en fait, il y a eu des excuses vraiment, vraiment sincères de la part de certains qui ensuite ont décidé de se mettre un peu en off et un peu en retrait. Mais il y a aussi, il y en a d'autres qui se sont un petit peu mis sous le parapluie de la responsabilité collective pour éviter d'avoir à reconnaître leur tort de façon individuelle. Donc en parlant de monstres collectifs, une difficulté à reconnaître ces torts de façon individuelle qui, quelque part, ça m'embête un peu parce que certains d'entre eux ont dit oui, le traitement médiatique, l'emballement médiatique a fait que tous ces membres de la page Facebook Ligue du LOL, qui en avait à peu près une trentaine, ont été mis à la même enseigne. Alors il y a une trentaine, excuse-moi, pour qu'on situe un peu le nom, il y a une trentaine de harceleurs, on va dire. Alors c'est pas des harceleurs, pas tous des harceleurs, de présumés harceleurs, parce qu'il y en a qui ont vraiment été accusés à tort. Et il y a une vingtaine de victimes. Voilà, c'est ça. Une vingtaine de victimes déclarées. De vingtaines de victimes déclarées. Et il y a une instruction en cours, comment on... Alors il y a la brigade de répression de la délinquance contre les personnes, la BRDP, qui mène toujours une enquête. Une enquête préliminaire? Une enquête. Il n'y a pas de mise en examen? Non, mais en fait, les faits sont prescrits. Hein. Ils ont une prescription. Donc, Par contre, il est prud'homme. Il y en a plusieurs qui ont été virés. Alors, il y a eu des licenciements, il y a eu beaucoup de licenciements. Je n'ai pas le nombre exact. Ce que je sais, c'est que deux journalistes de Libération, un qui était chef du service web, Alexandre Hervaux, et l'autre qui était pigiste, mais je crois sous contrat, un contrat particulier, ont été licenciés et ils sont en cours de procédure. Les Inrocks, oui, les Inrocks, c'est David Doucet, rédacteur en chef, et son adjoint François Dutoyer, qui ont également été licenciés. Et donc d'autres journaux aussi, Télérama aussi, je crois, il y a une histoire. Non, je crois que justement ça s'est un peu apaisé de ce côté-là. Voilà. Non, mais alors ce qui est troublant aussi, ce que m'a dit notre éditeur, c'est que le livre, enfin même aujourd'hui, évidemment dans ces médias-là, est-ce qu'on en a parlé du livre dans les médias? Non, pas dans ces médias-là. Il n'y a pas eu une... Il y a eu des fois où vous étiez invité, on vous a des invités. Qu'est-ce qui se passe autour du... Alors il y a un truc, ça c'est un truc assez marrant. J'aurais dû, j'ai un pote, je peux citer son nom, c'est Michel Desprats. Oui. Et en fait, je lui ai raconté ça, je lui ai dit, en fait, France 3, ils voulaient m'inviter, France 3 National, ils ont un format en fait un peu comme vous, comme ça, on est sur un fauteuil en discussion, et ça dure 4 minutes, et ils voulaient très vite, ils sont venus vers moi, dès que j'ai dit que je sortais le bouquin, et ils m'ont dit, ouais, est-ce que, on voulait venir et tout, puis alors au début ils se sont un peu jetés sur moi, et ils m'ont dit, ouais, super et tout. Bon, c'était des histoires de qui va en premier ou je sais pas quoi. Et je dis ouais, d'accord. Et puis alors, ça devait se tourner un lundi. Et le vendredi, donc ça faisait 2 semaines c'était calé. Et le vendredi, j'ai la JRI qui m'appelle, qui me dit en fait, on va pas le faire, on annule. Elle me dit ça d'abord par texto. Et alors je lui dis, attends, on va s'appeler quoi, on va essayer de... Et au début, elle me dit non, mais en fait, la Ligue du LOL, c'est un sujet qui est trop parisien, tout ça. Et je lui dis oui, mais moi, je voulais expliquer un peu la mécanique du cyberharcèlement. Je comptais pas en parler de façon, de façon parisienne, le petit entre-soi et tout. Je m'en parlais comme un phénomène de société et expliquer l'emprise, comment on peut être fasciné par des gens et comment ça peut mener à ça. Alors on discute, elle me dit oui, je comprends et tout, machin. Je vais voir pourquoi. Et puis elle me dit, en fait, voilà, dans le bouquin, vous parlez aussi d'un problème qu'il y a eu à France Info, sur le site de franceinfo.fr, où il y a eu deux gars qui choisissaient, ça faisait 2 ans qu'ils choisissaient des stagiaires que des filles,
sur le trombinoscope dans des écoles dans lesquelles ils sont intervenus, etc. Donc nous, ça nous fout mal parce qu'on est dans le même groupe. Et là, j'ai Michel qui me dit, j'espère que t'enregistrais ça. Je lui dis non. Et vous avez l'impression, parce que quand même, moi j'avais le sentiment que ce sont un peu aujourd'hui, malheureusement pour eux, hein, je veux dire plutôt des pestiférés et des parias, quoi. Et, Ouais. Mais malgré tout, vous pensez qu'ils sont encore défendus C'est les temps médiatiques aussi. C'est que l'an dernier, la parole était aux victimes. Moi, j'arrive cette année et il y a eu tout un an là où beaucoup de journalistes de cette ligue, ceux qui étaient un peu les piliers, hein, ont fait des articles médiums. Pour dire, voilà, factuellement, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, la date de création du groupe c'est pas ça, le Antel c'est pas ça, etc. et puis ils ont effacé leur tweet. Ah oui, ça a été tout de suite, ils ont effacé leur tweet, c'est-à-dire que moi ce que je mets là, c'est ce qui reste. Oui, mais il y en a d'autres que vous aviez effacés aussi par dépit. Et là, c'est généralement des captures d'écran que les gens vous ont renvoyées ou des C'est amis. ça, ou des ouais, choses c'est comme ça. C'est des captures d'écran qui ont été envoyées. Et ouais, en fait, voilà. Et donc, on s'est rendu compte aussi qu'il y a eu des gens qui ont été licenciés, pas pour de bonnes raisons. Et notamment, par exemple, Guillaume Ledy, du journal ouzbek Erika. Ouais. Même le boss, Blaise Mao, l'a dit, quoi. Il est viré parce qu'il était associé à ces gens-là et il n'avait rien fait. Et il n'avait rien fait. Aucune victime. Pourquoi ils sont tombés sur lui alors? Ah. Ils se sont servis de ça pour le virer, en gros. J'en sais rien. Non. Alors vous, Bon. Ah, pardon. Ouais, et donc il y a deux temps. Il y a le temps pour la parole aux victimes, je pense, au niveau médiatique. Et ensuite, il y a un temps où on se dit, bon, bah, il y a eu un emballement médiatique, c'est vrai. Puis, en fait, il y a eu toute une année, toute cette année-là aussi, ça leur a servi pour instiller le doute, j'ai quand même l'impression, sur la parole des victimes. Et là, vous remettez Ça me l'église au dérange milieu beaucoup. du village. Enfin, Ouais, ça me dérange beaucoup. Ouais, et voilà, mais j'ai eu des tweets du style mais comment un éditeur peut faire confiance à Iris Godin? Enfin, et alors que moi, j'ai voulu tout faire pour être hyper honnête avec ce qui s'est passé, quoi. Ça fait mal, en fait, parce que moi, si j'ai parlé que de Vincent, c'est parce que j'ai voulu parler, justement, pas mettre tout le monde dans le même sac, et que j'ai voulu justement essayer de préciser exactement ce qui s'était passé, jusqu'à moi-même me mettre en danger, quoi. vous savez s'il a lu le bouquin? Il y a eu une réaction? Ouais, je crois qu'il a... il y a eu plein de réactions de sa part. Du coup, il a balancé des mails privés, des mails qui avaient été déjà vus, parce que on a eu un article de Mediapart qui a été écrit par Yann Philippin, où on a été confrontés, qui s'appelle « Le sexisme sans rendre de la Ligue du LOL », et il avait déjà balancé tous ces mails, et il avait eu raison. Yann Philippin, c'était son droit. Dans ces mails qui disent quoi? Qui vous mettent en cause ou... Ouais, ça ne me met pas en cause, c'est que moi j'étais toujours fascinée par lui, donc je vais écrire. Alors il dit 50 mails, alors c'est marrant les 50. Donc 50 mails entre 2010 et aujourd'hui 2020. 50 mails. Moi je reçois à peu près 30 mails de promo par jour qui vont dans ma boîte à. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus les 50 mails, parfois c'était ouah, t'as été trop bien ce soir au Grand Journal, quoi. Dans l'objet. Après la période de harcèlement? Oui. C'est ça qui est incroyable dans la psyché humaine, quoi. C'est peut-être on appelle ça le syndrome de Stockholm, je sais pas si... C'est la honte, quoi. Et donc, ce qui réveille chez vous une sorte de colère, où on sent que c'est quand même, vous êtes là, à fleur de peau 10 ans après, quoi. Ouais, parce que j'ai vraiment honte de ça, en fait. J'ai honte d'avoir gardé un lien avec ce garçon-là qui aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis vraiment... j'ai honte de moi d'avoir pu garder un lien avec lui, en fait. Et c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il fascinait quand même énormément de monde. Je comprends pas comment il a réussi ce tour de force, en fait. Bah, je sais pas. Et d'ailleurs, Paco me disait un truc marrant. Paco Mitielmont. Ouais. On a reçu il y a pas longtemps. Salut, ouais. Paco. Et pour son bouquin, tu m'as donné de la crasse, j'en ai fait de l'or. Magnifique. De Baudelaire, il a expliqué. Ouais. Tu m'as donné de la crasse, j'en ai fait de l'or. Ça, c'est beau. Hein. Vous écrivez, page 93, un passage
vous dites, qui peut expliquer ce sorte de retour de douleur, je ne sais pas comment l'appeler, retour de douleur, le retour de... Ouais, bah, ouais, parce que juste un truc, c'est que, en fait, moi, GLAD, ça fait, je sais pas, ça fait 6 ans que je m'en fous, mais le truc, c'est que avec l'écriture de ce livre, et le fait de coucher son nom sur le papier, a priori, ça va rester, quoi, c'est écrit. Je suis quand même humaine, quoi, et même si ça a été terrible ce qu'il a fait sur moi, quoi, j'ai quand même encore une petite sorte de culpabilité de me dire, bon, bah, mais le mec, je l'ai quand même bien cloué au pilori, quoi. Pas que vous, quand même. Pas que moi, mais mais j'ai écrit dans un livre, quoi. Donc, du coup, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui sont là en même temps, quoi. Et c'est ça qui fait que c'est encore à fleur de peau, c'est-à-dire que je m'en foutais, mais là, en écrivant ce livre, avec l'affaire qui ressort en février, c'est vrai que abstraitement, je savais à quoi je m'exposais en écrivant ça, mais là, en vivant concrètement, et puis bon, là, il fait des petites représailles sur Twitter, il a balancé des trucs. Ce qu'il faut dire, vous êtes toujours sur Twitter. Ouais, je suis toujours sur Twitter. Bon, beaucoup moins souvent et de façon beaucoup moins compulsive. Mais ouais, j'y suis toujours. Et puis je pense que pour la suite, c'est important. C'est important pour avoir Et il continue à vous balancer des trucs sur Twitter, c'est ça? Ouais, là il s'est passé un truc incroyable. Quoi? Je sais pas, il a balancé un tweet. En fait, c'était un ado à l'époque qui avait dit que je lui faisais du chantage au suicide pour rentrer en contact avec Vincent Glade. En fait, c'était une connerie énorme. Il a balancé ses mails sur Twitter. L'ado est obligé de reconnaître que c'était pas vrai, parce que je suis encore en contact avec cet ado-là. Que c'était pas vrai en fait, que ça le faisait kiffer d'entrer dans un conflit entre deux adultes. Enfin, des trucs monstrueux. Et... Vous voulez dire qu'il utilise des anecdotes pour... Mais l'histoire n'est pas réglée encore pour lui, il vous en veut, quoi, c'est ça? Ah oui, non. Ah bon? Bah oui, d'accord. Et lui, il culpabilise pas, enfin il s'est excusé auprès de vous quand même? Non. C'est le seul qui l'a pas fait, qui s'est pas excusé. Non, il s'est jamais excusé auprès de moi. Vous l'écrivez à un moment, c'est vrai. Il s'est jamais excusé auprès de moi. Et c'est ça qui putain, c'est ça qui fait mal aussi, quoi. Et il me dit, il m'a écrit dans un mail que en fait, mais si, mais je t'ai dit que je voulais bien te rencontrer en présence de nos avocats pour parler. Et en fait, ce truc-là est quand même hyper hypocrite, parce que j'ai la chance d'avoir maître Éric Morand qui me soutient grâce à un collectif Jamais sans elle, voilà, qui est là. Et donc, on avait essayé de faire une tentative de conciliation pour qu'ils reconnaissent le préjudice. Voilà. Et ça pas trop en parler. Mmh. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est à cette occasion-là, parce que moi j'avais fait la démarche, qu'il m'a proposé de me rencontrer. Mais c'est moi qui ai fait la démarche. De vous rencontrer seul à seul? Non, avec nos avocats. D'accord. Donc, je veux dire, c'est vraiment... Et pourquoi, dans le cadre de quelle procédure? Dans le cadre, de la tentative de conciliation. Mais conciliation, pourquoi? Pourquoi il y a une procédure? Alors, nous, on hésitait à faire une procédure au civil. Pour le préjudice que vous avez subi. Voilà, mais aujourd'hui, pour faire une procédure au civil, on doit passer par une tentative de conciliation. Donc on a... Vous lui demandez de l'argent? Oui, enfin, c'était complètement anecdotique, symbolique, l'argent. Si c'était excusé, vous n'auriez pas fait ça? Alors, je ne sais pas ce qui se serait passé alors, avec Dessy. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vraiment il m'avait demandé pardon de façon sincère et qu'il avait reconnu qu'il s'était planté. Quoi. Que c'était vraiment... que c'était de la merde ce qu'il avait fait, que lui avait fait de la merde avec moi, comme avec d'autres femmes. Mais je crois
crois qu'il le fera. Enfin, en fait, je pense que c'est D'ailleurs, vous lui en voulez à lui, mais peut-être que d'autres que lui ont participé oui, bien au sûr. harcèlement. Oui, oui, oui. Vous oui, n'en parlez oui. pas non plus. Oui, oui, bah, c'est-à-dire que je ne peux pas savoir Oui, qui parce d'autre que a c'était participé au harcèlement. Si, je sais que Stéphane Desaulnois, ce pseudonyme des Gonzo, qui est le fondateur d'un site de culture pornographique qui s'appelle Le Tag Parfait. Donc voilà. Après, il y a des mecs qui faisaient des blagues un peu. Ils appellent ça des blagues potaches. Moi, je pense que c'est un peu sexiste, un peu nul, quoi. Mais je suis pas sûre que ces mecs-là, ils étaient derrière des comptes anonymes. Je crois qu'ils étaient moins tordus que les autres. C'est pour ça que je pense que c'était leur. Et je pense que la solution, c'est d'ignorer ces gens-là. Je pense que le problème, c'est que quand on est fragile et quand on est en admiration devant ce genre de personnes, on a du mal à les ignorer, on a envie de rentrer dans leur groupe. Moi, j'étais dans un mélange de souffrance et de fascination. En réalité, quand des gens, c'est quelque chose de très simple en fait, quand des gens vous font souffrir, il faut couper les ponts avec eux. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quand même con, mais voilà, à cette époque-là, j'étais trop fragile pour... Donc là, en fait, vous ramenez tout à la Ligue du LOL et à Twitter, mais est-ce que plus généralement, ça n'entre pas dans le cadre d'une perversion, quoi? C'est-à-dire d'un profil de pervers narcissique et de vous, sa victime? Oui. Ou est-ce que ces types, d'une manière générale, quand on se planque derrière des pseudos pour agresser et qu'on se nourrit de ça, c'est de la perversion? Et que derrière, le pervers narcissique est parfois, souvent, moi je connais pas, je connais un tout petit peu ce monsieur, mais c'est une preuve de faiblesse aussi. C'est-à-dire c'est des gens qui ont besoin eux-mêmes de se créer des avatars pour en attaquer d'autres et qui vivent de ça. Mais souvent, les pervers passent pour des types très forts, mais c'est leur perversion qui les rend forts. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai beaucoup lu les bouquins de Marie-France Higuin sur la perversion, voilà. Et c'est vrai que ce qu'elle explique, c'est très intéressant, c'est qu'en fait c'est des gens qui ont besoin de vampiriser les autres, donc de prendre l'énergie, de se nourrir de l'énergie des autres pour grandir, quoi. Et c'est le principe du troll, d'ailleurs, on le dit sur Internet, quoi. Il grandit de finalement, il se nourrit un peu comme un parasite de l'énergie et de ce que lui donne sa proie, quoi. Donc c'est vraiment cette image-là. Donc c'est ce qui se passe dans la réalité, mais c'est ce qui se passe aussi sur Internet. C'est-à-dire, voilà, le réel fonctionne de la même manière. Vous ne pensez pas que le problème de Twitter, c'est l'anonymat? C'est-à-dire que certains vont... Alors là, c'est la position. Alors ça, c'est vraiment bon. Là, on est vraiment dans un débat d'actualité. C'est la position d'Emmanuel Macron depuis 2019. Là, la question de l'anonymat, elle est reposée avec l'affaire Griveaux et ces images intimes qui ont circulé. Moi, la suppression de l'anonymat, c'est pas la solution. Parce que l'anonymat, c'est très important pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, dans le monde, sans anonymat, comment voulez-vous que des gens puissent s'exprimer en Chine ou ailleurs, dans des pays qui ont des dictatures et qui empêchent la liberté d'expression? Ensuite, ici, en France, quand vous êtes un fonctionnaire, vous n'avez pas le droit d'exprimer vos opinions politiques. Quand vous êtes dans une entreprise, si vous êtes un lanceur d'alerte, vous ne pouvez pas le faire en votre nom. Quand vous êtes, je ne sais pas, peut-être que vous avez des préoccupations, vous êtes un jeune, vous avez des préoccupations sur votre identité sexuelle, vous avez envie d'en parler. Non, mais je ne dis pas qu'il faut lever absolument l'anonymat sur Twitter. Je dis simplement que dans les cas de cyberharcèlement, de choses comme ça, rien, d'ailleurs je vous fais remarquer, parce que dans le règlement de Twitter, rien n'impose l'anonymat. C'est-à-dire que outer des gens, dire qui ils sont derrière Twitter, n'est pas une infraction pour Twitter. Après, ça peut être une atteinte à la vie personnelle de ces gens, mais si ces gens vous agressent, c'est votre rôle de les dénoncer. Ce que je veux dire, c'est que moi je l'ai fait dans une histoire,
j'ai divulgué l'identité de 3 personnes qui harcelaient des tas de gens de la même manière que vous. Et je trouve que c'était légitime que je le fasse. Ça a suscité un débat, mais je ne l'ai pas fait pour le plaisir de divulguer leur identité. Je l'ai fait parce que c'était une manière de défendre ces personnes et de me défendre face à cette agression. Mais qu'est-ce que ça a généré ensuite? Le fait que vous divulguiez leur identité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un débat, je me suis fait énormément attaquer sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en disant que j'avais attenté à leur liberté. L'un d'eux a porté plainte contre moi pour atteinte à sa vie privée, alors que c'était pas très compliqué de lever son identité. C'était surtout des gens qui étaient vexés, qui avaient créé un groupe de types qui se retrouvaient d'ailleurs en dehors de Twitter et qui avaient choisi des proies. J'ai été une de leurs proies. Il y a toujours une procédure en cours. J'ai gagné en première instance, mais comme c'est des gens très fortunés, ils multiplient les procédures contre moi. Ceci dit, j'ai aucun regret parce que je pense que j'ai fait ce qui me semblait juste. Et je vous pose la question parce que je me dis que vous, une manière d'en sortir, eût été dans la mesure où vous connaissiez au moins l'identité de l'un d'eux, de dire frontalement, voilà, fous la merde, je ne sais pas comment il s'appelait, Vincent, arrête je sais que c'est toi, et enfin, je sais pas, c'est une Alors, c'est solution. ce que j'ai fait, mais c'est ce que j'ai fait. Et c'est ça qui a fait c'est ça qui a généré encore plus. En fait, c'est ça. En fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ça qui a généré encore plus d'agressivité, parce que justement, il était outé, et c'est ça qui a fait que je me suis encore plus fait harceler, parce qu'il était gêné, puisque c'est là qu'il m'a répondu, mais non, je ne suis absolument pas Vincent Glade. Ouais. Donc en fait, tout seul, on peut pas, c'est très difficile de mener l'enquête. Mais aujourd'hui, et surtout quand on pointe, qu'on arrive à pointer, on se prend des représailles derrière. Mais aujourd'hui, il y a eu la Ligue du LOL, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après. Le fait que des filles, des femmes se soient rebellées contre ces harceleurs. Pas que des femmes, mais majoritairement des femmes. Parce que la Ligue du LOL s'est attaquée à d'autres. Oui, ouais, à des hommes aussi. Ouais. Par exemple, un gars qui s'appelle Thomas Messias et qui était qui faisait aussi des combats féministes. Et pareil, il disait qu'il fallait les masculer, enfin, comme ça. Il y avait, puis il y avait d'autres mecs. C'était un peu... En fait, il jouait sur les faiblesses des gens, sur les faiblesses supposées des gens. Alors, ça, comme vous êtes encore à fleur de peau là-dessus, on peut dire que cette histoire n'a pas fini de vous enfin, j'allais dire de vous détruire, c'est pas ça, mais il y a quand même quelque chose on sent que c'est pas fini, quoi. En vous découvrant aujourd'hui dans cet entretien, après avoir lu votre livre, je pensais que le livre était salvateur, était une sorte de catharsis, ça allait vous permettre d'être plus forte et de montrer votre vrai visage derrière tout ça, mais en même temps, il y a encore de la fragilité chez vous, et c'est pas... Je vous pose la question, est-ce que ce livre, finalement, ne vous replonge pas dans un combat que vous auriez préféré laisser derrière vous? Si, en fait, je ne m'attendais pas à ce qui se passe, c'est que je continue de me faire attaquer sur ce bouquin, sur ce qu'il y a écrit dedans. Vincent balance des trucs sur moi encore, sur mon intimité, sur les mails que j'ai envoyés. Me fait passer pour une amoureuse déconduite et il dit que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai tout le temps peur de ce qui peut encore arriver sur les réseaux sociaux, peur des représailles. Il y a plein de gens qui ont expliqué ça, qui ont dit qu'ils enquêtaient, ils voulaient faire des articles sur la Ligue du LOL, mais que déjà dès 2016-2017, à Slate, Charlotte Pudlowski voulait faire une enquête sur la Ligue du LOL. Mais il disait qu'il fallait que ce soit hyper béton parce qu'elle avait peur des représailles. Donc en fait, moi aussi, j'ai super peur des représailles, tout le temps. Et de me prendre encore un nouveau scud. Et je vois bien que les médias, ils se méfient. Comme si une victime, en fait, on se disait toujours mais est-ce que c'est une vraie victime? Est-ce qu'elle n'a pas un peu cherché? Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais harcelé Vincent Glade. Un harcèlement, c'est une définition bien précise. Un jour, vous appelez ses parents, je crois que c'est ça qui lui rendait. Non, c'est pas moi, mais peu importe. Florence, d'ailleurs, elle m'expliquait que en fait, ce qui s'est passé, c'est juste qu'elle a ouvert un annuaire, elle a trouvé Glade, il se trouve que c'était le frère. Donc elle a eu le frère, elle a dit est-ce que Vincent a dit non,
Où je peux le trouver? Chez mes parents, le numéro des parents. Appeler les parents parce qu'elle voulait parler à Glad, lui dire d'arrêter ses conneries. Elle lui dit les parents. Elle dit est-ce que Vincent est là? Oui. Glad est arrivé. Allô? Oui, allô, c'est Florence. Je lui ai raccroché au nez. Voilà. Mais c'est pas vraiment du harcèlement, quoi. C'est simplement. Non, mais on voit bien ce que ça. Et est-ce que vous. C'est vraiment harceleur harcelé. Hein. Il a beaucoup joué là-dessus. Là. Vous savez, c'est pas moi le harceleur, quoi. C'est-à-dire que vous êtes prise dans un piège, dans cette histoire, où c'est compliqué d'en sortir. C'est ça qui. Le seul moyen, c'est de se débrancher et puis de vivre ailleurs, ce que vous avez fait. Et en fait, vous avez arrêté de bosser comme journaliste à cause de ça. En fait, c'est la raison. Ouais, vraiment, il y a une grande part de ça. Ça m'a. J'ai complètement perdu confiance en moi. J'ai ressenti une énorme culpabilité. Je crois que je ne vois pas quelle personne en fait aurait pu réagir comme il l'a fait face à la détresse que j'éprouvais. J'ai trouvé ce qu'il a fait, je trouvais que c'était complètement inhumain, puisqu'il a fait ensuite à l'égard de plein d'autres femmes, parce que je dis mais il y a plein d'autres femmes qui ont fait la même chose. Avec lui aussi, ou avec d'autres? Ouais, aussi avec lui, ouais, je pense notamment à Capucine Pio. Je vais vous raconter son histoire dans le livre. Et est-ce que vous communiquez encore entre vous? Non, alors c'est ça que je trouve un peu dommage. Enfin, on a communiqué, on a essayé d'avoir, mais c'était il y a 10 ans, alors les gens ont envie de passer à autre chose. Moi, j'ai pris le temps d'écrire ce livre, voilà, bon, Vous avez été sollicité par l'éditeur ou c'est vous qui avez écrit le livre, vous avez cherché un éditeur? C'est un peu des deux. Un peu des deux. Moi, c'est vrai que quand j'ai voulu l'écrire, je me suis dit que ça pourrait servir voilà, de raconter vraiment profondément les racines, comment ça se passe, comment... C'est assez réussi tout ça, on comprend bien. C'est ça que je voulais expliquer en fait, au-delà de la Ligue du LOL et de vraiment les implications, les intrications journalistiques, etc. Voilà, moi, j'ai vraiment cette idée de donner un témoignage voilà, aussi sensible que possible de ce qui s'était passé, quoi. Parce qu'il y a des gens comme ça dans la société qui évoluent. D'ailleurs, on l'a vu, ces gens-là de la Ligue du LOL, certaines personnes de la Ligue du LOL, certains journalistes ont réussi à accéder à des postes mais super élevés, alors que c'est des mecs qui ont fait des trucs. Et c'est pareil, il y a la charte de 1918 qui a été réactualisée en 2011 du SMJ qui dit que le plus grave, c'est l'intention de nuire, le détournement d'image. Voilà, c'est un journaliste digne de ce nom tient pour les plus graves dérives professionnelles, l'intention de nuire, le détournement d'image et la manipulation, quoi. C'est juste la base, en fait. Alors, à la fin du livre, il y a quelques pages sur une sorte de journal ou de blog que vous avez mené, et qui est plutôt drôle, mais dans lequel vous... Mais qui est un peu anodin aussi. Ouais, mais c'est anodin, mais en même temps, on sent que quand on a lu le livre avant, il y a du lourd derrière, quoi. C'est-à-dire que derrière la légèreté, il y a quand même un poids chez vous, qui est un truc qui n'est pas réglé. D'ailleurs, la première phrase, c'est « J'étais une personne comme les autres, une jeune femme avec beaucoup d'amour à partager et une vie professionnelle en pause. » Pourquoi vous écrivez ça? En fait, le j'étais, c'est que j'avais toujours beaucoup d'amour à partager à ce moment-là, mais juste cette vie professionnelle en pause, cet amour à partager, il s'est restreint à ma vie familiale, mais parce que j'avais pas d'autres possibilités en fait. Donc, à cause de la Ligue du LOL Ouais. J'étais très heureuse de devenir mère, mais une femme, elle devrait pouvoir devenir mère et pouvoir s'épanouir aussi dans sa vie professionnelle. Et ça n'a pas été possible, ça n'a pas pu se faire, quoi. Après, il y a d'autres paramètres qui sont entrés en jeu. Attention, c'est pas tout noir tout blanc, parce que
quand on est une femme aujourd'hui, c'est toujours très compliqué d'avoir des enfants et une vie professionnelle riche, aussi riche que celle d'un homme. Là, il y a beaucoup de progrès à faire. Là, on ne parle pas de la Ligue du LOL, on parle de l'égalité femmes-hommes. Et là, professionnellement, c'est intéressant ce que vous faites en ce moment, ou c'est plus alimentaire ou comment Là, justement, en fait, l'année dernière, j'ai fini un contrat en CDD de remplacement de congé maternité. Et en fait, je crée du contenu web pour des entreprises. Donc, je fais des articles pour les entreprises. Alors, c'est comme du journalisme, mais c'est pas du journalisme. Et vous n'avez pas envie, des fois, de prendre votre revanche et de se dire, je vais me remettre au journalisme, Bah c'est ouais. derrière moi. Mais j'en parle avec Michel tout le temps, avec Michel Desfrats, j'ai envie de faire de l'investigation, vraiment, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait retrouver les réflexes, quoi. Moi, je les ai plus. Donc, il faudrait que je revienne à presque combien de temps en arrière 8 ans en arrière. Il faudrait que je les retrouve, quoi. Le journalisme, c'est comme pour rouler en vélo, hein, ça revient vite, hein, franchement. Ouais. Bon, je vous propose un truc, sérieux. Non, je veux dire, si vous voulez faire l'investigation, réfléchissez à un sujet et puis on en reparle, quoi, en dehors. Non, je suis sérieux. Vous voyez, si vous avez une idée, quoi, parce que franchement, c'est con d'arrêter, quoi. On a besoin de journalistes, hein, plus que du LOL. Ouais, c'est sûr. Iris, merci. Merci. Non, mais c'était, voilà, on est passé par des hauts et des bas, et voilà, quoi, je vous conseille enfin, je sais pas, je pense qu'il faut lire ce livre pour comprendre que c'est pas anodin du tout et que ça raconte une histoire. Je pense que n'importe qui peut tomber là-dedans, quoi. Enfin, vous femmes d'ailleurs, cet effet de meute, cette manière de... Et ce que j'arrive toujours pas à comprendre en fermant le livre, c'est le plaisir que ces mecs trouvent là-dedans, quoi. Il y a un truc qui m'échappe. Mais ouais, c'est tout con, c'est en fait, pourquoi ils ont été aussi méchants? Non mais qu'une histoire entre un mec et une femme qui a des problèmes de jalousie, de pervers, tout ça, ok. Mais l'effet de meute, la manière dont tout ça, quel est le... Que personne n'a La rien case dit, mentale c'est ça, personne n'a rien dit, personne n'a dit arrêter, ceux qui étaient les responsables se sont jamais mis en travers, n'ont jamais osé dire stop, c'est incroyable, quoi. C'est une histoire incroyable. Bon, bah, ça s'appelle Face à la Ligue du LOL, c'est chez Florent Massot, c'est chez Massot Édition. Et merci encore et bonne chance, quoi. Donc une pige, un bon réfléchissement. Ouais, ça marche.